Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Je voudrais faire une vidéo aujourd'hui qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais il me semble absolument nécessaire parce que ça fait 3 fois que je réponds au même message aujourd'hui et ça me fatigue un peu. Donc on va faire un point qui ne fera pas plaisir à ceux qui sont hyper convaincus par certains de ces projets, mais faut que je le fasse. Donc désolé de mettre les deux pieds dans le plat, mais on va enfin parler des tokens qui ont un tokenomics tout pourri. Ou en tout cas un tokenomics très trompeur quant à l'extrapolation des prix. Autrement dit, l'erreur que beaucoup d'entre vous commettent, c'est de comparer des trucs qui n'ont aucun métrique comparable entre eux. Pour faire simple, quand on parle de prix, on parle de mécanique d'offre et de demande. Bon, dans le cadre des cryptos, supply et demande. Quelle est la quantité de tokens disponibles et quelle est la demande? Donc, un prix qui monte, généralement, c'est que la demande est supérieure à l'offre, on l'a bien compris. Mais il faut surtout comprendre que moi, la stratégie que j'utilise, et ce que la plupart des stratégistes utilisent en trading, c'est généralement un supply fixe, c'est-à-dire qu'on analyse la demande et on peut la prédire, et ça crée des structures de prix, des contextes, comme moi j'appelle ça quand je vous apprends ma stratégie, etc. Bon, là où c'est gênant, c'est que effectivement, il y a toujours des contre-exemples à toutes les choses, mais bon, par exemple, Apple, quand ça rachète ses actions, on diminue le supply. Donc effectivement, si la demande est constante, le prix va devenir parabolique. Là, il s'agit de comprendre que ce qu'on a sur les cryptos, c'est pas juste un rachat de titres marginal. C'est certaines cryptos ont des supplies tellement dynamiques que ça fait n'importe quoi sur les prix. Autrement dit, ce que vous allez avoir dans la structure de prix, ça correspond à rien. Donc, quand je vois des gens analyser et trader ces trucs n'importe comment, alors que les supplies sont dynamiques, ça me fait flipper. Donc, on va faire une émission, enfin, sur le supply. Je suis désolé, ça fait un peu coup de gueule dit comme ça, mais ça fait 20 fois que je répète les mêmes trucs, et ça commence à me fatiguer. La dernière fois, on en a parlé pour Vavax, où je vous ai dit que le supply, c'était une horreur à cause de l'inflation, et personne n'a pas voulu, j'ai complètement détruit la stratosphère de la Vax Army, je me suis fait taper dessus à cause de ça, alors que j'ai raison, et vous ne pouvez pas discuter ça, le tokenomics est merdique, et c'est comme ça fait pas plaisir, je sais, quand on critique votre super bébé, mais c'est la réalité, point barre. Luna, je me suis fait taper dessus aussi, parce que je vous ai parlé de ce supply dynamique et de cet effet un peu schéma de Ponzi qui réduit le supply quand la demande monte, donc c'est vraiment le double effet qui se coule, mais encore une fois, il y aura le même effet inverse le jour où la demande va s'en aller, soit parce qu'on ira sur un autre stablecoin, soit Dieu sait quoi, mais encore une fois, attention avec la demande spéculative, elle s'en va aussi vite qu'elle arrive. Donc il faut faire très attention à Terra Luna. Ils ont mis en place plein de barrières de sécurité pour éviter que tout le monde se barre en même temps, mais ça n'en reste pas moins que ces mécanismes qui ont fait pousser les prix à la hausse vont un jour pousser les prix à la baisse. Et que si vous achetez en haut et que la mécanique s'inverse, eh ben vous serez le dindon de la farce. Donc il faut faire très attention au token Terra Luna, parce qu'analyser son prix bêtement, comme vous pourriez le faire sur d'autres actifs qui ont un supply beaucoup moins dynamique, c'est comparer deux trucs qui n'ont rien à voir. Donc quand j'en vois derrière qui me sortent des arguments pour me dire « Mais tu racontes n'importe quoi, Phil, il n'y a qu'à regarder le prix du token, ça monte, donc t'es nul. » Oh bordel. Donc non, je suis pas nul, c'est quand même mon métier, et encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand je parle d'un supply dangereux, je veux juste dire que c'est un supply dynamique. Comment cette dynamique de supply va se mettre en place? Eh bien, il faut l'étudier, il faut prendre le temps. Ça ne veut pas dire que Luna c'est de la merde, que tous ces trucs-là sont de la merde, ça veut juste dire que l'analyse est plus complexe. Et qu'il va falloir vous sortir les doigts pour pouvoir réellement utiliser des stratégies spéculatives sur ces actifs. Parce que certes, vous pouvez étudier la demande assez facilement. Quand le prix monte, c'est clairement que la demande est supérieure à l'offre. Mais si le supply est dynamique, c'est-à-dire qu'il peut se gonfler ou se dégonfler très violemment, ça fait effectivement d'énormes problèmes. Alors sur Luna, on a un supply dynamique haussier et baissier, c'est-à-dire que le supply peut augmenter ou se réduire en fonction d'eux. Pour l'instant, on a seulement vu le supply augmenter malgré l'effet dynamique, tout simplement parce qu'encore une fois, il y a des vesting schedules énormes qui arrivent en face. Et comme d'hab, il n'y a qu'à regarder à quel prix sont entrés les VC pour comprendre que c'est eux qui vous dumpent dans la gueule et vous qui êtes là pour stimuler la demande. Donc, tant que vous êtes plus nombreux que les gens qui sortent, le prix montera. Le jour où ça s'inverse, vous allez vous faire péter les dents. Et je vous l'ai toujours dit, si ces tokens entrent en bear market, ils vont se faire déchirer. Voilà, point.
Et ça, c'est une réalité. Donc, faites attention encore une fois, c'est bien beau de voir les prix quand ça monte, mais il faut comprendre que l'inflation, ce sera une double peine si on entre en bear market. Donc, le risque sur ces tokens est très largement supérieur à ce que vous verrez sur des tokens qui n'ont pas cette inflation. Donc, on va revenir là-dessus, c'est vraiment important. Désolé du coup de gueule et de l'accent que j'ai déjà même, moi j'ai envie de me taper à la façon dont je parle. Mais bien comprendre que c'est absolument nécessaire. Je répète ces trucs tellement de fois que ça me fatigue. Donc, voilà un peu ce truc-là. Alors, donc on garde la même méthode que j'avais utilisée de base, c'est-à-dire que pour avoir au moins une analyse vraiment minimum d'un token supply, le mieux c'est toujours passer par Messari. L'info n'est pas parfaite et il faudra toujours la recouper. Il est possible que je dise des conneries parce que certaines infos sur Messari sont fausses, mais c'est là que j'ai trouvé les meilleures infos pour l'instant. Donc on prend n'importe quel token, alors là en l'occurrence je vais prendre NIR, désolé c'est pas que j'ai envie de taper dessus, etc. C'est juste de dire, bon déjà de base, quand vous voyez la croissance du token, faut se réveiller, c'est la même chose que Luna, hein, donc on est sur des trucs, super demande, etc. Comme d'hab, quel est le type de demande ? On va le voir après, c'est surtout de la demande spéculative. Et la demande spéculative, c'est généralement quelque chose de court terme. Donc, restons rationnels, ok ? Quand ça pump très vite, c'est que ça peut dump très vite derrière. Donc, déjà, on fait attention. Mais si en plus de ça, il y a un risque de supply, c'est ça qu'il va falloir être capable de mesurer. Alors, donc, faisons l'exercice. On fait la même chose que ce que j'avais fait à l'époque pour faire Binance, etc. Donc on suit toujours le même procédé, pas de biais spéculatif. Ici, on est simplement dans l'analyse comparative de ce qu'on a vu sur les autres. Donc au niveau roadmap, c'est bien, on est vraiment sur un truc démarré en 2018, le mainnet 2020, donc attention, ça sort quand même relativement tard, mais ça va, on n'est pas non plus sur un truc hyper vieux. On va dire 2020, mi-2020, c'est pas mal, mais c'est pas non plus parmi les plus vieux projets. Le token economics, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse. Allez, c'est parti. Combien de thunes levées ? On est sur du 30 et quelques millions. Donc 30 millions, ça fait cher quand même. On l'a vu, il y a plein de projets qui se sont lancés avec bien moins que ça. Donc déjà, encore une fois, attention, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent levé. À quel prix les tokens ont été vendus, etc. On va essayer de regarder vite fait. Donc on est à 12 centimes sur ceux qui ont pris 8 millions. Moi, je regarde surtout les plus gros. Donc on va dire prix moyen entre ces deux-là, qui représentent pratiquement tout. On va dire la moyenne pondérée de ce truc, ça nous ferait à peu près du... Alors 12,26, ça fait 14 et 8, 21. Ok, bon, on va dire on serait vers du 17, 18. Allez, 18 plutôt, donc... non, mais 19, puisque là c'est 21. Donc 19 centimes. Bon, allez, on va faire 20 pour pas se casser les couilles. Ce sera plus pratique. Ah oui, surtout qu'il y a plusieurs options sur celui-là. Ouais, bon, on va prendre 20 pour être dans donc 20 centimes le token. On va voir déjà le prix actuel. Donc 20 centimes, le machin est à 16. Ils sont quand même à x30. Donc voilà. Pardon, bien plus que x30, qu'est-ce que je vous dis. Donc attention quand même, encore une fois, on est sur des gros effets multiplicateurs. Ça me rappelle encore les mêmes histoires comme sur Vavax. Et surtout, supply schedule. Oh bordel! Et voilà, vous avez l'explication. Le supply est juste ignoblissime. Tu peux pas faire plus ignoble que ça. Ça veut dire inflation sur l'année 2021. On est à 600 000 jetons et on était à 179 000 au début de l'année. Oh putain de merde! Plus de 3 fois le supply en un an. Non mais vous vous rendez compte du truc en fait? C'est juste pas possible. Donc, vous avez un prix sur un an, d'accord? Donc, on prend 1er janvier 2021, d'accord? 1er janvier 2021, ok, allons-y, c'est parti, ok, jusqu'au 1er janvier 2022, ok, on prend à peu près par là, bon, c'est pas trop chier, ok, on est à 1000%, donc, x10 sur le prix, x3 sur le supply, ça veut dire, théoriquement, x30 sur le prix en un an. Va falloir me trouver, encore une fois, des métriques raisonnables pour justifier 30 fois plus d'utilisation de ce truc. Je ne suis pas certain, encore une fois. Mais ça traduit surtout d'une énorme demande. Ça veut dire que si les prix actuels sont justifiés, c'est qu'il y a beaucoup de croissance sur le réseau. Parce que là, on est quand même sur du 30 000% de croissance sur le prix réel. Puisque donc, dilué au supply, on est vraiment sur quelque chose de furieux. Ce que ça veut dire, c'est que si vous regardez NIR, le market cap, si elle y est,
c'est furieux, d'accord? On est vraiment sur quelque chose qui a accru, enfin qui a une croissance énormissime. Donc, on n'a pas tout l'historique ici, mais encore une fois, faites gaffe à ce que vous analysez. La valeur d'un token, c'est sa market cap, pas juste son prix. Quand le supply est aussi dynamique, c'est-à-dire x3 sur le fucking supply, c'est que clairement, le prix que vous regardez n'a rien à voir avec la valeur. C'est ce que je vous avais dit pour Avax, 115% d'inflation sur un an, bordel. Il faut juste que vous remettiez les choses en place. Quand j'en vois certains qui me critiquent l'inflation Atom alors qu'elle est à 10%, mais putain, 110 chez Avax, 200% d'inflation chez NIR, comment voulez-vous qu'on puisse comparer des trucs non comparables? Quand vous regardez le prix de ces deux tokens, vous voyez absolument pas du tout leur valeur. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Donc faites très très attention à ces supplies extrêmement dynamiques. Le supply, là, c'est même pas du dynamisme, c'est juste, c'est un feu d'artifice de tokens. Il y en a, tous les matins, il y en a qui pleuvent. Mais encore une fois, à qui profite le crime? C'est ça qui est important. C'est qui récupère tous ces tokens? Eh bien, allons-y. Donc, la fondation, la team, ça y va hein, largement. Donc, c'est de dire, regardons juste le truc. Hein. Donc, community grants, on va dire, ça va. C'est d'un point de vue, c'est ce qui doit normalement vous revenir. Staking rewards, on va dire que si vous stakez vos jetons, vous devez au moins percevoir ce type d'inflation-là. Donc, les operation grants, ça non, hein, c'est financement de la croissance future. Core team, c'est dans votre gueule. Fondation, c'est dans votre gueule. Early ecosystem, c'est dans votre gueule. Seed investor, c'est dans votre gueule. Et toutes les series et community sales, c'est dans votre tronche. D'accord ? Donc, on regarde juste où on en était. Si on faisait un rapport facile. Hein. Donc, il y a un an, Core team avait 0, operation grants 5 millions. J'additionne grossièrement, hein. Donc ça fait 100, 115, 120, 135, 37, bon allez, on va faire grosso merdo 160 000, d'accord, surtout on va faire plus simple, donc il y avait 180 000 tokens en circulation, d'accord, et en gros vous en aviez 12 plus 8 qui étaient plus ou moins possiblement attribuables à vous, et 5000 qui pouvaient éventuellement vous revenir sous une forme future. On l'a dit, les Operation Grants, ça supposait quand même financer de la croissance. Bref, en gros, sur les 180 000, il y en avait 25 000, d'accord, que vous auriez pu récupérer ou que vous pourriez récupérer sous une autre forme. Ok. Donc, ici, 180 moins 25 000, ok, donc 155 000, et donc ici... millions. Hein. Donc sur 600 millions, on retire 60, 43, donc 100 000, on va retirer 130 000, 130 millions, d'accord? Donc 130 millions moins 600 millions, ok, égale 300, on a dit combien? 100, on a dit 140, 130, non, oui, bon, donc bref, ça fait 370 millions, d'accord? Donc on passe ici, d'accord, comme on l'a dit, de 155 millions à 370 millions de tokens, d'accord, qui vous sont purement dilués dans la gueule, puisque là, on parle juste de la Core Team, Foundation, etc. Non, je vous raconte pas la pression vendeuse que ça fait si ces gens-là vendent. Donc, comme on l'a vu, ils vendent probablement petit à petit et pas beaucoup, parce que soit ils ont confiance dans le projet, soit ils pensent que ça peut monter plus, mais surtout parce que vous achetez comme des malades. Donc, c'est bien, encore une fois, qu'il y ait de l'utilité sur une blockchain, mais rappelez-vous surtout que la compétition, elle est rude. Donc, la demande qui arrive très vite, elle partira aussi vite sur une autre blockchain, d'accord ? Les gens qui arrivent sur NIR, c'est pas des gens qui découvrent la cryptocurrencies. C'est des gens qui viennent d'une autre blockchain et qui viennent faire mumuse sur celle-là le temps que le joujou soit épuisé. Donc, faut vraiment faire gaffe quand même. Hein. Plus la demande de layer 1 alternatif s'écarte, plus au bout d'un moment, ça va se resserrer. Hein. Je dis, le sang va revenir vers le cœur. Faites vraiment gaffe, le jour où la demande s'en va sur des projets avec une inflation pareille, oh bordel. Donc, que fait cette blockchain que ne fait pas les autres? C'est ça la question qu'il va falloir vous poser. Moi, je pense qu'elle ne sert à rien de plus que ce qu'on a de savent faire les autres. Donc, je trouve ça encore une fois très dangereux de s'investir quand en plus de ça, vous mangez 200% de dilution du token sur l'année N-1. C'est quand même un truc de ouf. Donc, faire gaffe. Ok, c'est la première des choses que je vous dis en tant que gestionnaire de risque. Il y a énormément de risques à faire mumuse sur ces tokens. Le prix monte, c'est bien, c'est génial. Trading de momentum, il y a de la TVL, ça monte, c'est super. Ok, putain, réveillez-vous, quoi. C'est pas des tendances, ces trucs-là. Ok, ça, c'est juste de dire, c'est pump and dump, et surtout, le jour où ça s'arrête, ça va faire très mal.
mais vraiment très très mal. Parce que là, ce jour-là, les mecs qui ont payé 20 centimes le token, d'accord, eux, à 20 centimes le token, ils ont fait un joli bénéfice là. Donc, il va falloir vous réveiller. C'est vraiment hyper, hyper important. Ok, ils sont pratiquement sur du x100. D'accord ? Et x100 pour un early investor, là, on ne parle même pas de la team, de la fondation qui doit financer son truc, etc. Donc, je sais qu'il y a plein de choses attractives sur ces projets et qui sont en train de lever des centaines de millions de levées de fonds, etc. Mais n'oubliez pas au bout d'un moment que l'argent ne fait pas l'utilité d'un projet. Et c'est pas parce qu'on inonde de milliards qu'on va faire venir des utilisateurs. Ok ? Il faut bien que vous reteniez ça. L'utilité n'est pas corrélée à l'argent levé par les différents projets. On est dans un milieu hyper compétitif et 95% de tout ce qui sort aujourd'hui va mourir en moins de 2 ans. Donc, il ne faut pas oublier que quand vous regardez les étoiles, vous regardez le reward dans l'équation risk-reward. Il ne faut pas oublier le risque. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas que ça ne peut pas monter aux étoiles. Ce que je vous dis juste, c'est que si on arrête le propulseur, la gravité va faire mal. C'est ça que veut dire un supply extrêmement rapidement dilué. À la moindre flamèche, ça va partir en couille. C'est ça que je vous dis. Mon job à moi, c'est que vous soyez capable de voir correctement et de peser correctement dans la balance le ratio risque-reward. Il y a clairement probablement beaucoup de demandes pour ces projets, et cette demande est probablement légitime, mais on est dans un milieu de compétition. Donc ce que je vous dis, c'est pas que ce truc va échouer, ce que je vous dis juste, c'est que si ça échoue, estimez pas que le machin va remonter à 16 $. Hein. Si le truc échoue, il va se prendre une branlée atomique. Et ça va descendre très vite à cause du supply, qui viendra encore plus diluer la machine. Donc faites très, 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 très attention. Comprenez surtout que le message que j'essayais de vous envoyer, et beaucoup m'en ont voulu sur Avax, et pourtant, je déteste dire ça, mais j'ai eu raison. On est bien retourné chercher la fameuse zone des 60 $, et je pense qu'on y retournera encore. Mais faites gaffe, le problème d'un supply extrêmement dilué, c'est que ça altère les structures de tendance. Ça fait partie des cours que je donne aux plus expérimentés ici, d'accord ? C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre les ranges, il faut d'abord comprendre les structures de tendance avant de vraiment maîtriser les structures de tendance alternatives, mais surtout de comprendre pourquoi ces tendances alternatives se forment. Quand vous avez un excès de supply, là on ne parle même pas d'excès de supply, comme je vous dis, c'est un feu d'artifice, 200% d'inflation sur un an, et vous vous plaignez du dollar, mais enfin je sais pas, bref, c'est de la folie furieuse. Donc bref, réveillons-nous sur l'inflation. Ça ne peut pas créer de tendance quand vous avez 2% d'inflation sur l'année N-1. Le mieux que ça puisse créer, c'est ce qu'on appelle des ranges tendanciels. C'est-à-dire qu'il y aura des retracements très profonds, on revient constamment chercher les supports, on garde des creux et sommets ascendants. Hein. Ça veut dire que la demande reste quand même très largement supérieure à l'offre, mais il ne faut pas oublier la constante offre dans votre équation. Enfin, la variable offre. Et elle est extrêmement agressive. Tous ces projets qui sont arrivés relativement tard dans le cycle, les NIR, les AVAX, etc., doivent rattraper leur retard et ils n'ont d'autre choix que d'avoir des vesting schedules hyper agressives. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais projets, ça veut juste dire que leur market cap relative, quand elle monte, ne se traduira pas par une hausse du token, parce que c'est surtout le supply qui fait monter la market cap. Et ça, c'était vrai sur AVAX, c'est tout aussi vrai sur NIR Protocol, et c'est encore plus vrai sur Luna. La market cap monte très vite et le prix monte très vite parce que chez Luna, le supply était supposé se réduire, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que normalement, vous savez, le mécanique mint-burn qu'il y a sur Luna est supposé normalement diluer le supply. Okay, est supposé réduire le supply. D'accord ? Donc normalement, si je regarde ici Terra Luna, d'accord, on comprend très vite que si je regarde le supply de Luna, ok, normalement, je devrais avoir quelque chose qui baisse. Okay. Or, ça baisse pas. Enfin, ça baisse très peu. Pourquoi ? D'accord ? Quand on voit tous les UST qui ont été mintés, normalement, le supply de Luna devrait être hyper déflationniste. On a une demande de fou furieux sur l'UST. Alors pourquoi ça baisse beaucoup moins ? Eh bien parce qu'il y a des vesting schedules, les cocos. À chaque fois que ça remonte, ça, c'est parce qu'il y a des nouveaux tokens qui arrivent. Mais ils viennent d'où, ces nouveaux tokens ? Ils viennent des supply schedules, c'est la base, voilà. Il s'agit de comprendre que vous ne les avez pas ici, les supply schedules de Luna, mais c'est bien de la thune qui vient de quelque part, ok ? C'est bien soit les team schedules ou des trucs comme ça. Donc il faut bien comprendre, encore une fois, que avec un mécanisme de burn, si le supply ne baisse pas, d'accord ? Qu'est-ce qui va se passer quand le mécanisme va s'inverser, c'est-à-dire mint ?
bah vous prendrez 2 fois dans la gueule, parce que vous allez vous prendre les vesting schedules qui continuent d'augmenter le supply, et vous allez encore plus augmenter le supply si jamais on doit minter des Luna parce que les gens veulent plus d'UST. Parce que Dieu sait quel autre token pourrait sortir. Par exemple, la hype en ce moment, c'est l'USDN je sais pas quoi qui arrive sur NIR Protocol. Donc si maintenant tout le monde passe de la hype UST à la hype USDN je sais pas quoi de NIR Protocol, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va falloir minter des Luna pour se barrer de l'UST. Comprenez le délire de quand je vous dis que ce sont des DeFi degen qui sont en train de fuser sur ces projets et qui se barrent d'un projet à l'autre pour essayer de racler un maximum de thunes. Ces gens-là, encore une fois, ne sont pas de la demande durable. Ils vont d'un projet à l'autre, ils vont farmer comme des cochons et ils se cassent aussi vite qu'ils sont venus. Faites attention avec ces projets. Parce que la demande que vous suivez est une demande très spéculative et ces gens-là vont là où se passe l'action. Et l'action change de terrain rapidement. Faites attention, il va falloir être très important et suivre très près tous ces projets parce que si un jour ces jolis mécanismes vont ailleurs parce qu'un autre projet lance un autre truc très attractif à court terme, etc., ça risque de pomper toute la fameuse demande qui était venue si rapidement chez vous. Cette demande n'est pas du tout de la croissance organique. C'est ni plus ni moins que des gens qui viennent d'ailleurs, avec souvent des effets de levier pour sucer tout ce qu'il y a à récupérer à court terme, et ils se barrent aussi vite quand après la marée se retire. Faites attention. Si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre que la fameuse demande très forte de ces projets, elle va prendre une quenelle si on va en bear market. Donc, c'est ces projets-là qui vont souffrir le plus vite de reflux de capitaux, mais surtout, avec leur supply de merde, ils vont se prendre une double quenelle dans la gueule. Donc, je ne vous dis pas qu'on va en bear market, je vous dis juste qu'en cas de bear market, ces projets vont se faire démonter. Mais littéralement démonter. Parce que tout ce supply qui va se barrer, des gens qui avaient donc des vesting schedules avec des tokens à 20 centimes qui s'échangent à 16 aujourd'hui, s'ils décident de dump, il n'y aura jamais la demande suffisante pour faire soutenir les prix. Ça va s'écrouler très vite et d'autres vont vendre et il n'y aura jamais assez de demande pour comparer ça. Faites très attention encore une fois. Le prix affiché représente une market cap. La market cap, elle est associée à la liquidité des projets, d'accord? Ça veut dire, faites très attention. Sur ces projets-là, il n'y a même pas 1 milliard de TVL. Et cette TVL, elle est associée à cette demande de degen qui viennent et qui repartiront aussi vite. Si la TVL commence à fondre, d'accord? Il faut comprendre que la market cap, qui est 10 fois supérieure aujourd'hui, elle va fondre très vite, et même encore plus vite. Doublé, je vous dis, d'un supply dynamique. Donc comprenez le message, la demande doit être extrêmement forte sur ces projets pour soutenir les tendances haussières. Mais si vous arrivez à vous convaincre que c'est sur des zones comme ça qu'il faut acheter NIR Protocol, au bordel. Dans un range haussier, on achète des retracements profonds. Je vais même vous donner la stratégie d'application sur les range acheteurs, d'accord? On achète au minimum à 61% de retracement. Ça veut dire vous prenez ça, ok? Et la zone d'achat dans ces stratégies-là, ok? C'est pas très compliqué, on achète en bullish range, on achète dans la zone bleue, ok? Ça veut dire, ah tiens, bah voilà, NIR Protocol, ça s'achetait à 8 $ le token. On est à 16 aujourd'hui, 2 fois plus. Je vous souhaite bien du courage si vous achetez ce machin, ok? C'est aussi con que ça. Vous voulez acheter NIR Protocol, ça s'achète à 8. Ça se vend à 16. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous achetez NIR, vous êtes clairement la contrepartie des professionnels. Et je vous le dis clairement. Moi, perso, le seul trade que je vois sur ce machin, c'est achat-vente. Terminé. Donc, maintenant, si vous pensez que ça va exploser et qu'il faut rentrer avant parce qu'après, je ne vais pas pouvoir acheter, etc., bien du courage. Et j'aime surtout vous dire que si jamais on part en bear market, ça ne paiera plus à 8 $. Donc derrière, c'est 2 puis 0. Donc faites gaffe. En bear market, ça c'est typiquement le genre de projet qui va mourir à cause de son tokenomics. Je n'ai pas dit qu'on allait en bear market. Je vous dis juste que si on y va, ces tokens vont se faire déchirer la gueule. Voilà la réalité qu'il faut comprendre. Ça vaut pour Luna, ça vaut pour AVAX et ça vaut pour NIR Protocol. Et ça vaut pour tous les tokens qui ont des vesting schedules de ce type. D'accord ? Il faut comprendre que c'est pas moi qui invente ces trucs, c'est juste comme ça, d'accord? Tous les tokens qui ont des vesting schedules aussi agressives, avec des niveaux d'inflation supérieurs à 100% sur l'année N-1, si on va en bear market, vous allez vous faire déchirer
Et encore plus si vous avez acheté sous les résistances. Si vous avez acheté sur les supports, normalement, au pire, vous allez prendre un stop à break-even et c'est pas grave, ok? Pas avoir peur d'avoir tort. Mais le message que j'envoie, c'est que si aujourd'hui, comme certains, je l'ai vu, assimilent ces machins à des tendances haussières et que vous vous mettez à trader en suivi de tendance dans des trucs pareils, oh, ce que vous allez vous prendre dans la gueule si vous répétez ce genre d'opération un grand nombre de fois. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison, ça veut juste dire que je connais bien trop bien mon métier pour vous dire que statistiquement parlant, vous prendrez bien plus de baffes dans la gueule à jouer à ce jeu-là qu'à appliquer de la gestion du risque. Ces stratégies-là, avec un supply extrêmement dilué, ne peuvent pas produire des tendances haussières. Ça produira au mieux des range acheteurs. Et ça ne se traite pas du tout de la même façon. J'espère cette fois que l'avertissement sera passé. Je suis navré encore une fois de l'agressivité du ton qui peut être utilisé aussi. Il faut vous mettre à ma place une seconde. Ça me fatigue de répéter 20 fois les mêmes trucs, alors que ça me paraît encore une fois être la base d'analyser le tokenomics de son chouchou et de son projet favori. Donc, je sais qu'il y a une NIR Army aujourd'hui, puisqu'il y en a qui commencent déjà à me casser les couilles, mais certainement, donc je suis navré, mon job à moi, c'est de vous apprendre la gestion du risque, pas de vous brosser dans le sens du poil. Donc, je vous donne la vérité. Voilà, NIR, c'est affreux comme tokenomics. Si vous rentrez là-dedans, c'est du trading de très court terme, et ne soyez pas le dindon de la farce à m'acheter ça comme des tendances, surtout quand on est sur des troisièmes bornes de range. Ça va probablement rejeter ici, et ça va pas être chouette. Par contre, il y a de très bonnes zones d'achat, tout comme je l'ai dit sur Vavax. C'est des super bons projets, mais attention au prix que vous payez. Parce que le supply, lui, il vous ratera pas. Je vous rappelle que ces projets ne sont pas mauvais, mais il faut peser risque et reward dans la balance. Votre reward est très limité dû à l'hyperinflation du token. Votre risque est énorme. Ça veut donc dire que vous devez demander des prix vraiment bas pour pouvoir justifier une entrée spéculative sur de tels projets. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter. Juste faites gaffe au prix que vous payez. Je le redis, et je vais le redire très clairement, celui qui a payé son NIR protocole à 8,50 le token, bravo, c'est un super gain, vous avez déjà fait x2. Il y a plein d'autres tokens qui n'ont pas du tout offert un tel rendement. Par contre, faites gaffe, celui qui achète un token à 17 $, moi perso, au moindre signal vendeur, je me mettrai contrepartie. Tout comme je vous ai dit que je vendrai à Vax sur les résistances, etc. Ok ? Il faut que vous compreniez ça, c'est hyper important. En termes de gestion du risque, ces tokens ne peuvent pas être tradés de la même façon que les autres, ils ne peuvent pas produire de tendance, parce que même si la demande est supérieure à l'offre, le dynamisme de l'offre est beaucoup trop grand pour voir émerger des tendances. Et ça, les professionnels le savent. Ok ? C'est hyper important. Pourquoi ces projets lèvent au taquet de thunes ? D'accord ? Parce que les deals se font OTC. Voilà. Ces levées de fonds qui sont là, elles sont probablement collatéralisées par rapport à des tokens, ceux de la fondation, qui sont souvent vendus beaucoup moins cher, over the counter, pour financer les opérations de la boîte, etc. Donc faites gaffe, encore une fois, ce sont des opérations financières qui se font derrière des portes closes. En plus de ça, j'aime pas du tout le fait qu'on n'ait pas le détail de ces levées de fonds. Donc faites gaffe. Je vous dis, la grosse monnaie, elle travaille comme ça, en général, sous le manteau. Donc, qui est le dindon de la farce quand ça travaille sous le manteau ? C'est l'investisseur privé qui achète n'importe comment sur les résistances parce qu'il se fait embarquer par la hype du truc. Donc pas de conneries s'il vous plaît, ces trucs-là, achetez jamais ça sous résistance, c'est vraiment la plus grosse des conneries à faire. Ça s'achète sur support, faut être patient, et surtout, s'il n'y a pas de repli sur support, ne rentrez jamais FOMO sur ces projets. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Salut!